Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur cet entretien exclusif avec le président du Parti Les Démocrates, Éric Rondeté. Éric Rondeté, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous parlerons au cours de cette production de votre appréciation de l'actualité politique nationale et surtout des législatives du 8 janvier 2023. Ce qui nous intéresse, c'est la vie de votre parti politique et surtout l'opposition que vous menez face à Patrice Talon au regard des relations aujourd'hui plus ou moins discrètes entre Patrice Talon et Boni Yayi. J'anime cette émission avec Joël Yetondi. Joël, bonjour. Bonjour Jean-Eudes Mitopé. Bonjour M. Éric Rondeté. Bonjour. Alors, une actualité suffisamment mouvementée et depuis peu, les formations politiques s'activent sur le terrain. Une sortie sporadique, ça et là, mais plus rien. Pourquoi le président du parti, les démocrates, est-il si rare au niveau des médias? Le président est peut-être rare, mais le parti n'est pas rare. L'important, c'est que les hommes et les femmes qui animent le parti, les cadres compétents que nous avons au sein du parti, qu'ils fassent le job. Ils le font bien et j'apprécie. Le rôle du président n'est pas d'être tous les jours devant les caméras, devant les micros. Son rôle, c'est d'organiser et de faire gagner le parti. Et c'est ce que nous nous attelons à faire. Une délégation de pouvoir en somme. Un partage de pouvoir. Intéressant. Alors, dans le viseur de la classe politique, toutes tendances confondues, les législatives et votre parti, moi ce que vous me démontez ce matin, s'active activement pour comment se porte en définitive le parti? Et le parti Les Démocrates se porte très bien. Vous avez pu observer que l'animation de la vie politique, une mission essentielle conférée au parti politique, est pleinement assurée par notre parti. Nous aurions aimé faire mieux. Nous aurions aimé être présents partout. Nous espérons que l'allure, le train que ça prend, la vitesse que prend, la cinétique qui se met en jeu, nous permettra d'être présents partout. Nous avons une bonne tenue de nos réunions statutaires. Nous avons des décisions qui sont prises. Nous faisons en sorte que, autant que faire se peut, sur le terrain, nos camarades se préparent. Vous confirmez votre participation? Notre participation a été actée depuis plusieurs mois. D'abord, le rôle d'un parti, c'est de participer aux élections. Parce qu'il aspire à conquérir le pouvoir et à l'exercer. Il faut participer aux élections. Et nous avons confirmé ce devoir de participation aux élections à travers des décisions qui ont été prises à différentes instances de notre parti. Nous serons aux élections législatives de 2023. Vous permettez, avant que Jean-Eudes vous pose la question qui suit, mais que répondez-vous à certains des vôtres qui disent de 2019 à cette date, rien n'a pratiquement changé? Et qu'est-ce qui motive alors cette participation? 2019, nous n'avions pas refusé de participer. La nouveauté aurait été qu'en 2019, nous ayons refusé et que maintenant, nous n'ayons pas refusé. En 2019, en tout cas, les démocrates n'existaient pas. Mais les hommes qui animent le parti Les Démocrates, dans les instances, dans les structures où ils étaient, ont choisi de participer aux élections législatives. Il se passe malheureusement que le pouvoir a choisi de les exclure. Et vous connaissez très bien le fameux certificat de conformité, inventé de toutes pièces par qui vous savez, pour empêcher que ceux qui ne sont pas en phase avec le régime participent aux élections. Ça a été dommage pour notre pays. Chacun de vous apprécie les conséquences. Donc, ce n'est pas que quelque chose a changé. Ce n'est pas que nous avons changé de posture. Notre posture est et demeure la même. En 2019, nous avons voulu participer aux élections. On nous en a exclus. En 2020, on a créé toutes sortes de choses pour perturber le système politique béninois. En 2021, l'exclusion s'est poursuivie. Donc, chers amis, journalistes, vous voyez très bien que nous sommes toujours dans nos bottes, nous sommes toujours dans la droite ligne de la compréhension que nous avons que le pouvoir s'acquiert par les urnes lorsqu'on est en démocratie. Éric Rondeté, vous avez dit tout à l'heure que vous auriez voulu être présent un peu partout sur le territoire national. Qu'est-ce qui limite vos actions aujourd'hui? D'abord, il faut dire que les élections de 2019 et les élections de 2021 ont consacré, et disons, la peur panique. On a semé la peur dans le pays. On a perturbé les gens dans leur quiétude. On a empêché des gens de se réunir dans différentes localités. On a menacé des gens.
On a mis des gens en prison. Et donc cela a un peu, fragilisé nos camarades et nous travaillons à les remonter, à leur montrer que c'est leur droit constitutionnel de participer à la vie du pays. Ils y travaillent, nous y travaillons. Je crois que nous allons réussir cela. Mais au-delà de ça, c'est que nous sommes dans un système de déséquilibre, de jouissance des droits. Nous sommes un parti politique régulièrement constitué. Nous avons besoin, puisque la loi le prévoit ainsi, afin que les partis politiques ne deviennent pas la chose de quelqu'un, la propriété de quelqu'un, la loi prévoit que les partis politiques reçoivent un financement public. Très bien, je vois que vous voulez parler du financement des partis politiques. On va revenir à ce sujet tout à l'heure. Mais vous avez dit... C'est d'abord vous dire que c'est un frein. Lorsque nous parlerons du financement, nous parlerons certainement de la procédure. Bien sûr, on va y arriver. Comment ça se fait. Mais très rapidement... Notez que le fait de donner le financement seulement aux partis qui soutiennent le chef de l'État est un frein à l'action politique, à l'animation de la vie politique pour les partis politiques qui ne sont pas de son obédience. Alors, puisque vous insistez sur... Vous avez le temps d'y revenir. Je ne veux pas vous perturber. Je préfère qu'on finisse avec ça alors. Puisque vous insistez sur le financement des partis politiques, il y a une clé de répartition qui définit comment est-ce que les partis politiques ont accès à ce financement. Et cette clé de répartition ne prend pas en compte aujourd'hui le Parti Les Démocrates, puisque vous n'avez pas encore participé à une élection et que vous n'avez pas d'élus communaux ni d'élus au Parlement. Cette clé de répartition est biaisée. C'est un mécanisme d'exclusion. La loi, la Constitution prévoit que les partis politiques sont financés. Une loi sur le financement prévoit que les partis politiques sont financés. Absolument. Et la loi définit très clairement à quoi sert le financement des partis politiques. Le financement des partis politiques sert, à la formation, à la citoyenneté, à la formation des militants, à l'animation de la vie politique, à l'administration des partis politiques. Au passage, on nous fait obligation d'avoir à animer 12 sièges départementaux qui doivent fonctionner de façon réelle. Et enfin, le financement prévoit que, la loi prévoit que le financement qui est octroyé est un financement pour participer aux élections. Nous allons bientôt participer aux élections législatives. Et par une loi d'exclusion, on définit que seuls les partis du chef de l'État, qui ont été les seuls autorisés à participer aux élections en 2019, que seuls ces partis politiques peuvent peuvent bénéficier du financement. Vous voyez le biais, vous voyez la ruse qui est là, qui a été mise en œuvre. Parce que, n'oubliez pas que la loi sur le financement a été adoptée après que les deux partis politiques du chef de l'État et leur appendice soient dans l'arène. Donc, alors, je ne vous arrête pas. Il faut refaire les choses. Je ne vous arrête pas, je ne vous coupe pas. Mais il faut préciser que vous n'êtes pas le seul parti politique aujourd'hui à ne pas bénéficier de ce financement. Il y a plein d'autres partis qui n'ont pas reçu ce financement, tels que Mouel Bénin, MPL et bien d'autres partis politiques. Et quand vous présentez la chose ainsi, on a un peu du mal à vous suivre parce que aujourd'hui, si le Parti Les Démocrates, par exemple, existe, c'est sur la base de la charte des partis politiques. Et c'est cette même charte des partis politiques qui définit le financement des partis politiques. Alors, comment est-ce que vous constituez votre regroupement politique sur la base d'une charte des partis, sur la base d'une loi, et que vous dites aujourd'hui que le financement... La charte n'a pas dit... Le financement, la loi est biaisée. Non, la charte n'a pas dit de donner le financement aux partis du chef de l'État. C'est-à-dire aux partis qui, par une ruse, ont été les seuls autorisés à participer aux élections législatives et aux élections communales. La loi n'a pas dit ça. C'est la loi sur le financement qui est venue spécifier que... il faut avoir des élus pour ça. Oui, c'est normal que si un parti a des élus qui bénéficient du financement en fonction du nombre d'élus qu'il a. Mais je vous ai donné les 5 fonctions auxquelles, auxquelles servent le financement. Et les autres fonctions. Si vous êtes un parti politique, vous avez été créé 2 ans, 3 ans, 4 ans, comment voulez-vous que le parti fonctionne s'il ne bénéficie pas
l'argent de tout le monde. Très bien. Ça, rapidement, sur la question. On parlera justement de ces élections à venir, des élections législatives de 2023. Mais avant de laisser Joël poursuivre, on comprend très bien que vous n'êtes pas d'accord avec le financement, avec la clé de répartition. Nous ne sommes pas d'accord, mais il y a eu des tentatives. Disons que le médiateur nous a rencontrés, nous avons fait de nombreuses démarches pour montrer que si nous voulons que les élections de 2023 réhabilitent notre pays, réhabilitent notre système démocratique, il faut revoir un certain nombre de choses, dont la question du financement. Nous avons espéré que le médiateur nous fasse un retour, mais bon, à ce jour, il n'y a rien. Ce que nous avons observé, c'est que 3 partis du chef de l'État, 2,5, se sont partagés très rapidement, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent qu'il faut aujourd'hui inverser les rapports de force, c'est-à-dire obtenir une majorité au Parlement pour pouvoir revoir ces lois? C'est à cela que nous travaillons. C'est à cela que nous travaillons. Nous avions espéré que la compréhension, que le sens patriotique amène les gens à revoir les choses avant ces élections-ci. Mais je pense que les populations qui nous accompagnent, qui comprennent ce que nous disons, feront en sorte que tout ça là change bientôt. Éric Ndete, on est sur un terrain politique, on comprend votre posture. Et là encore, je reviens sur ma première question. On a l'impression qu'on vous entend très peu, même si vous faites de délégation de pouvoir. Sur la question, c'est ici qu'on découvre que vous avez évoqué la question avec le médiateur. Pourquoi n'avoir pas choisi suffisamment apporter de clarification au sujet surtout de la clé de répartition? Et en même temps, vous allez répondre en une. Pourquoi parlez-vous de 2 partis et demi du chef de l'État, quand on sait qu'il y a une formation de l'opposition qui bénéficie également de ce financement? C'est peut-être un lapsus, mais bon, 2 partis et demi, un parti de l'opposition, chacun comprend ce qui se dit. Faites-vous clair. Il y a une formation de l'opposition, il y a 2 formations. C'est pas ça qui préoccupe les Béninois. Ce qui préoccupe les Béninois aujourd'hui, c'est comment on fait pour que, en janvier 2023, tout ça là soit oublié. Tous ces martyrs que nous subissons soient oubliés. Mais quand je reviens à votre question sur ma présence personnelle n'est pas... Moi, je ne suis qu'un instrument au service du parti. Nos camarades ont expliqué à maintes reprises, à la sortie de l'audience avec le médiateur, à différentes rencontres que nous avons eues, les choses que je suis en train de dire, notre perception sur le financement des partis politiques et les corrections qui doivent être apportées à cela. Vous dites que ce qui intéresse les Béninois, c'est de savoir comment, aux prochaines joutes électorales, on puisse inverser la tendance. Et il y en a qui, à quelques heures du démarrage de cette émission, disent qu'on ne peut pas être leader et avoir les siens en difficulté et se permettre d'aller aux élections. Alors que les reproches fondamentalement évoqués hier demeurent. Vous leur dites quoi? Je ne comprends pas. Ah oui, vous l'avez certainement suivi, ou pas encore. Omar Harouna, pour ne pas le citer, qui a clairement certifié, qui se désole de la posture d'une formation, ce qui est contre tous, mais qui voudrait participer à ces élections, alors qu'au fond, sinon rien n'a véritablement changé. Je pense que certains de nos camarades, de nos compatriotes, ont le devoir de nous accorder le droit d'être différents d'eux. Certains pensent que le boycott est une arme dont de moins en moins j'arrive à voir l'efficacité. Eux, ils pensent que c'est ça qu'il faut faire. Ils ne nous offrent pas de solution alternative. En tout cas, je ne les ai pas encore entendus dire ce qu'il faut faire pour que ça change. Et comme ils n'ont rien à dire, ils n'ont rien à proposer, qu'ils acceptent que nous expérimentions ce que nous avons. Nous sommes des républicains. Nous avons fait l'option de créer un parti politique. Le rôle d'un parti politique, c'est d'animer la vie politique, c'est de conquérir le pouvoir et de l'exercer. Le mécanisme par lequel on conquiert le pouvoir en démocratie, ce sont les élections. L'instrument pour les citoyens, pour les militants des partis, pour gagner, pour conquérir le pouvoir, c'est leur bulletin de vote. À partir de ce moment, nous sommes dans cette trajectoire. Si certains de nos compatriotes ne comprennent pas ça, eh bien, je pense qu'ils sont libres de développer leur propre stratégie et qu'ils nous laissent, nous autres, rester dans notre stratégie, rester dans notre compréhension de la lutte politique que nous expérimentons. Et puis on appréciera. Très bien, parlons de... Si les Sénégalais, si les Français
n'avaient pas cru en la démocratie, n'avaient pas cru au bulletin de vote. Je ne pense pas que les choses seraient ainsi au Sénégal, en France, etc. aujourd'hui. Très bien. Parlons, si vous voulez, bien des législatives de 2023. La bataille sera très serrée. D'abord, les deux partis qui soutiennent le chef de l'État, UP-BR, et en même temps, l'autre partie de l'opposition, les FCBE. Mais ces derniers jours, vous savez qu'il y a eu cette actualité, le rapprochement entre l'UP et le PRD de Maître Adrien Roumbédi. Quelle sera la stratégie des démocrates face à tout ceci? D'abord, les démocrates ont le devoir de continuer à rester en phase avec les Béninois. Rester en phase, rester fidèle à l'option des Béninois de voir les choses changer, de voir la gouvernance de Patrice Talon changer. À l'option des Béninois d'avoir enfin une Assemblée nationale digne de ce nom, qui ne soit pas une Assemblée nationale monocolore, qui ne soit pas une Assemblée nationale qui fasse honte aussi bien aux citoyens qu'aux dirigeants du pays. Donc, nous resterons dans cette phase-là. Et je pense que la stratégie développée par les camarades ou les compatriotes qui sont de l'autre côté est une bonne stratégie pour nous. Vous savez, nous sommes dans un combat où un adage fond a dit quand il est l'air haut, il est plein. On vit une béton. Pour dire? Béton là, c'est qui? C'est le peuple. Quand il est là, c'est les gens qui se mettent ensemble. L'adage dit, lorsque les animaux se mettent ensemble face au chasseur, pendant que le chasseur attend, il est content. Ça fait le bonheur du chasseur parce qu'il peut en anéantir 2, 3, 4, 5, 10 à la fois. Donc, lorsqu'ils se mettent ensemble, l'espace, l'environnement se clarifie. Ceux qui sont dans le moule de Patrice Talon sont clairement identifiés, on sait où ils sont. Et lorsque le peuple veut, le chasseur, le peuple veut tirer, il sait comment tirer. Et il prend son fusil, les démocrates, et il fait le travail qu'il faut faire. Moi, je voudrais bien vous prendre au mot par rapport à cet adage que vous venez d'évoquer. Oui. Vous étiez quand même l'un des pionniers de l'Union fait la nation à l'époque. Et si on fait une transposition, c'est ce qui se passe maintenant avec peut-être le PRD et l'UP, qui s'était passé il y a quelques années avec l'Union fait la nation, où vous avez milité, vous avez opté pour un regroupement politique national, et ça vous a plutôt bien réussi. Ensuite, on vous a vu, il y a environ 5-7 ans, avec Lionel Zinsou, FCBE et tout le reste, et pourtant aujourd'hui, vous dites le contraire. Oui, mais le peuple, c'est lui qui est le chasseur, n'est-ce pas? Oui, Canléon. En 2016, le même peuple, le même chasseur là, il a vu, moi j'étais parmi les candidats qui étaient là. Et le peuple, il a fait son job. Donc, plaise à Dieu qu'en janvier, les regroupements que nous avons là, candidats qui étaient là, ils ont vécu nous béton. Le président veut-il dire qu'il est carrément sous aux appels de certains leaders de l'opposition, pour ainsi dire, qui appellent à un regroupement aussi de l'opposition? Non, vous ne comprenez pas. Comment ça? Le chasseur, c'est le peuple. Le peuple ne cherche pas les gens de l'opposition. Il cherche ceux qui sont en train de lui faire mal aujourd'hui, ceux qui sont la source de son malheur, ceux qui font que nos femmes dans les marchés, ça ne marche pas, ceux qui font qu'il y a rareté de l'argent dans les poches des Béninois. C'est ceux-là qui sont visés. Donc ceux qui sont visés, c'est-à-dire ceux qui sont dans la gouvernance d'aujourd'hui, c'est eux. Par conséquent, s'il y a dans l'opposition des forces saines, qui ne sont pas des copies frélatées de Kanilère ou Edeplé, là, il n'y a pas de problème. Nous travaillerons ensemble avec les forces de l'opposition saine qui ont pour vision d'être l'instrument que le peuple utilise pour réussir sa chasse. Est-ce qu'on peut dire qu'on pourrait assister à un mariage au niveau des formations de l'opposition aussi? Ce n'est pas d'aujourd'hui. Il y a le Front pour la restauration de la démocratie qui est en chantier depuis quelques années et ce front continue de travailler. Il y a d'autres forces politiques qui vont certainement rejoindre ou qui rejoignent. Il y a des personnalités qui rejoignent ce front pour le consolider. Mais le peuple ne veut pas cela. Ce n'est pas contre cela qu'il tourne son fusil. C'est ceux-là qui sont le fusil que le peuple utilise pour en finir avec ceux qui sont la cause de son malheur. Et vous avez évoqué tantôt le cas des femmes des marchés, par exemple, alors qu'on peut dire que contrairement à 2016, contrairement à ce qui se faisait sous Boni Yayi, qui a eu beaucoup de progrès. Par exemple, la microfinance qui est passée de 30
à 100 000 francs et les marchés qui sont en train d'être construits un peu partout pour ces femmes dont vous parlez justement. Est-ce que pour vous, ce n'est pas des progrès à considérer? J'espère que vous êtes sérieux. Très. J'espère que vous avez vraiment réalisé que les marchés là sont pour les femmes dont on parle. Un marché destiné Non, à faire une je activité dis les commerciale. femmes dont vous et moi nous parlons là, qui sont capables de payer 20 000 francs de droits de place. Qu'est-ce que vous insinuez? Non, les marchés là ne sont pas pour les femmes dont on parle. Les femmes dont moi je parle là, celles qui ont besoin d'un minimum pour survivre, les marchés là ne sont pas pour elles. Bientôt, elles y seront chassées. Comment ça? Les plaintes, la souffrance, elle est visible. C'est sous les yeux de tout le monde. Inutile vraiment de mettre le doigt dans la plaie des Béninois qui se plaignent chaque jour de la dégradation de leur niveau de vie. Et c'est ça qu'il faut réparer. Il faut mettre en place un Parlement qui oblige le gouvernement par le mécanisme de compte rendu, par le filtrage, le travail intelligent sur les dotations budgétaires à s'occuper des Béninois les plus faibles. C'est ça que nous avons à faire. Alors, sur cette question d'engagement, du travail acharné à mener pour que les populations puissent s'en sortir, vous visez toujours le Parlement parce que c'est là tout se décide. C'est les enjeux de maintenant. Voilà. Oui. Et parlant de ces enjeux, on se rappelle quelques années en arrière, tout le combat mené afin qu'au niveau des instances où tout se joue, les formations de l'opposition puissent être aussi présentes. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Sur quoi le parti compte pour pouvoir vraiment se positionner et ravir la vedette à la mouvance, comme on l'entend dire? Sur quoi le parti compte? Il compte sur son organisation, il compte sur les électeurs. C'est pour ça que nous avons dit, l'arme que nous avons, c'est le bulletin de vote. Que chaque Béninois aille chercher son bulletin de vote. Que chaque Béninois aille s'inscrire. Qu'il choisisse son lieu de vote comme il se doit. Et qu'il aille s'inscrire et que le dimanche 8 janvier 2023, calmement, dans la paix, il aille faire le geste qu'il faut. Ce n'est pas compliqué. C'est sur ça que nous comptons. Et pour y parvenir, nous avons le devoir d'expliquer la perception que nous avons de la gouvernance, les biais qu'il y a dans cette gouvernance, comment il faut les corriger. Et c'est ça le travail que nous aurons à faire le moment venu, pour expliquer aux Béninois, enfin, le Parlement jouera sa partition. Parce que, c'est vrai, nous ne rêvons pas, nous ne sommes pas naïfs pour penser que quand on aura pris le Parlement, tout sera rose. Non, mais le Parlement doit jouer sa partition. Si vous avez un gouvernement qui peut rouler comme en rallye, sans que le Parlement puisse constituer un frein, que le gouvernement, en évoluant, se dise, mais attention, j'ai un point d'arrêt, on va me poser des questions. Il n'y a rien. Il roule en roue libre, personne ne contrôle rien. Les députés même sont surpris des décisions qu'eux-mêmes ils ont eu à prendre. Non mais quand même, il faut en finir. Il faut en finir. C'est ce travail que nous allons faire. Nous passerons chez les Béninois, comme nous le faisons déjà, davantage, pour expliquer aux Béninois que l'arme qu'ils ont choisie est la bonne arme. Le fusil qu'ils ont choisi, pour en finir, pour avoir le gibier, est le bon fusil. Très bien. On va progresser dans cette émission, mais rester toujours sur les législatives de 2023. Vous avez tenu une réunion statutaire il n'y a pas très longtemps, en juillet dernier, et dans le cadre de la préparation justement de cette législative, vous avez abordé la question de la libération des détenus que vous appelez politiques. On a remarqué qu'il n'y a pas très longtemps, il y a eu 50 personnes qui ont été libérées, c'était toujours fin juillet. On a entendu, je crois très bien, l'honorable Nouréni Atchadé apprécier cette action, on va dire ça comme ça, de la criette, mais on ne vous a pas entendu sur le sujet. Pourquoi n'avez-vous pas applaudi? Je ne comprends pas. Nous avons des centaines de personnes qui sont dans les geôles. Il y a une quarantaine, une cinquantaine qui sont sorties. C'est très bien, mais nous attendons les autres. C'est un minimum. Pourquoi voulez-vous que je commence par flipper, par me réjouir, par jacasser, alors que s'il en reste un seul, la mission n'est pas terminée. Et c'est pour ça que nous demandons au chef de l'État de nous écouter, d'écouter le pays, d'écouter la classe politique dans son ensemble pour réorienter son action. Et entre autres, réorienter son action, c'est apaiser le pays. Il n'y aura aucun développement économique, social,
s'il n'y a pas la paix, s'il n'y a pas la concorde entre les citoyens. Pourquoi le chef de l'État? Parce que lui, il a été clair, on l'a suivi. Les détenus politiques, il n'en connaît pas. Des gens qui ont maillé à partie avec la justice, pour ainsi dire. Pourquoi tourner le regard vers lui au lieu d'aller vers la justice? Bon, pendant la Révolution, tous les exilés étaient des exilés volontaires. Les détenus n'étaient pas des détenus politiques. Dans un passé récent, quelqu'un est allé en exil, il est revenu pour dire qu'il était un exilé politique. Bon, je ne suis pas sûr que le pouvoir de ce moment-là le considérait comme un exilé politique. C'est une routine, c'est normal, c'est de tradition que les gens ne reconnaissent pas qu'il y ait des exilés politiques, ne reconnaissent pas qu'il y ait des détenus politiques, tout en sachant qu'il y en a. Alors, quand vous dites que vous avez des centaines de militants encore dans les prisons aujourd'hui, c'est comme si ces personnes n'avaient pratiquement n'avaient rien à se reprocher et se sont retrouvées en prison. Alors qu'on a écouté au Palais de la Marina Patrice Talon sur le sujet lors de la visite du président français, qui est revenu sur le sujet pour dire que c'est des personnes sur qui pesaient des soupçons ou des personnes qui avaient été inculpées, écrouées pour tel ou tel acte qui ont été commis. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne devez pas vous mettre, par exemple, dans la posture de celui ou de ceux qui doivent demander pardon au peuple béninois parce qu'on reproche à ces gens qui sont en prison aujourd'hui pour des faits que vous jugez politiques, d'avoir, par exemple, attenté à la sûreté de l'État ou, par exemple, avoir commis tel ou tel acte? Est-ce qu'il ne faut pas faire amende honorable et aujourd'hui demander le pardon du peuple béninois par rapport à tout ce que nous avons vu en 2019 et demander qu'on libère ces gens? Bon, je ne sais pas très bien où vous voulez en venir, mais les 30 derniers qu'on a libérés, le chef de l'État a fait son discours avant que les 30 derniers ne soient libérés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient considérés comme des gens qui ont commis des fautes et on les a gardés en prison. Mais 4 jours après, on les a libérés. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour qu'on les libère ou qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait pour qu'on les libère? Je pense que ce qu'il y a, il faut laisser la polémique. Et ils ont fait, ils n'ont pas fait, etc. Reconnaître que c'est dans le cadre des élections de 2021, de 2019, etc., que ces personnes ont été mises en prison. Il faut les sortir de prison. Il faut les sortir de prison, créer les conditions pour que les Béninois se parlent entre eux, se comprennent entre eux et maintenant se tournent vers la création de richesses, le travail pour construire le pays. C'est cela qui est important. Toute la polémique là, elle n'est pas importante parce que chacun sait que les gens qu'on a mis en prison sont des détenus politiques. Avec tous les commentaires qui ont été faits après l'incarcération de Joël Aïvor et de Rekiat Madougou, est-ce qu'aujourd'hui, je parle des commentaires parce qu'on a su que Rekiat Madougou, par exemple, n'était pas vraiment militante au sein de votre parti avant d'être, on ne va pas dire comme ça, avant d'être projetée au devant de la scène pour être candidate de votre parti, les démocrates. Est-ce qu'aujourd'hui, elle manque au parti? Quel militant ne manque pas à son parti? Je vous réponds comme ça. Quel militant ne manque pas à son parti? Si vous avez compris, vous avez compris. Alors, dans cet engouement, cette soif de retrouver tous ensemble pour pouvoir décrocher le Graal, qu'est-ce qui est en train d'être fait pour qu'enfin tous se retrouvent à la maison, les démocrates, et mener le bon combat? Vous savez ce qui est en train d'être fait. Nous ne cessons à aucun moment, nous ne cessons jamais de rappeler qu'il faut libérer les détenus. Il faut permettre. C'est impératif pour vous? C'est un minimum. Si nous voulons qu'il y ait la paix, si nous voulons qu'il y ait la concorde dans le pays, si nous voulons avoir des élections crédibles, si nous voulons réhabiliter notre pays au plan international et réhabiliter notre système de démocratie dans le cœur des Béninois, si nous voulons les amener à se consacrer à la production de richesses pour le pays, il faut créer les conditions de paix. Si nous voulons avoir des élections apaisées, il faut libérer les gens qui sont en prison. Si nous voulons avoir ça. Mais ceux qui pensent nous décourager de participer aux élections en gardant les gens en prison, ils vont se tromper. Parce que les garder en prison ne nous empêchera pas de participer aux élections. Les Béninois semblent de plus en plus réticents
quant au débat politique. Nous ne savons pas si vous avez fait le constat. Les événements de 2019, 2020 et la suite ont laissé beaucoup de séquelles. Vous faites un travail d'appropriation ou d'appel du grand nombre pour la marche qui est désormais la vôtre. Oui, mais je vous ai expliqué tout à l'heure que le fait de semer la terreur dans le pays, le fait de, disons, de mettre les gens en prison pour un rien, a perturbé un peu les Béninois. Et ça fait que beaucoup de Béninois sont devenus silencieux. La seule parole qu'ils attendent de prononcer, c'est dans les urnes. Donc, nous les y encourageons. Et peut-être qu'à partir de ce moment-là, ils participeront plus au débat politique. Mais en attendant, il faut travailler pour qu'ils aillent parler dans les urnes en déposant le bulletin, les démocrates. On n'est pas en campagne, mais bon, ils savent ce qu'ils ont à faire. On va à nouveau progresser dans cette émission. Joël le disait déjà à l'entame de cet entretien, vous n'êtes pas trop visible, on ne vous voit pas souvent, mais on va parler d'un sujet qui devrait vous intéresser et qui devrait peut-être vous amener également à changer un peu votre discours, à baisser un peu le ton de votre discours. Vous étiez à la célébration du 1er août il y a quelques semaines. Le président Boni Yayi y était également. On va parler de votre présence, de la présence de votre parti à cette célébration importante. Est-ce que Boni Yayi est toujours votre président d'honneur? Premièrement, ce n'est pas la première fois que Boni Yayi participe au défilé. La seconde donc. Depuis l'avènement de Patrice Talon. Il a fallu que le pays tourne mal pour qu'un ensemble d'acteurs politiques, disons, refusent ou évitent d'avoir à s'exposer pour ne pas prêter flanc à la confusion. Boni Yayi est notre président d'honneur jusqu'à l'instant où je vous parle. Je dis ça tous les jours, mais bon, l'instant ne change pas, donc il demeure notre président d'honneur. Nous avons été au défilé parce que, ayant analysé la situation, rappelant que nous sommes demandeurs de paix, nous sommes commandeurs de paix. Je l'ai dit à plusieurs reprises, nous ne sommes pas, disons, on ne saisit pas une occasion qu'on nous donne. Nous réclamons, nous voulons qu'il y ait la paix dans notre pays. Et donc tout ce que nous pouvons faire pour ça, nous le faisons. Mais en plus, la célébration du 1er août, notamment le défilé, ça faisait le deuxième défilé qui était organisé depuis que notre parti est créé. Le premier, le gouvernement n'a pas jugé utile de nous appeler. Le second, il nous a appelés, nous avons examiné, nous avons dit, il s'agit de la République. Il s'agit de notre drapeau national qui va être hissé, que nous allons saluer. Il s'agit des soldats qui représentent, qui défendent notre pays, même si, entre-temps, certains parmi eux ont fait excès de zèle pour brutaliser nos camarades, en allant au-delà de ce que leur confère leur mission. Ils ont participé à brutaliser les populations. Mais c'est le pays. Et c'est pour ça que nous avons choisi de participer à ce défilé. Je l'ai dit, nous l'avons dit dans un communiqué, pour donner le gage, le signe de notre disponibilité à travailler pour l'apaisement dans le pays. Et certains des vôtres, toujours, de vous rétorquer, on ne laisse pas ces militants en exil et en prison, même si c'est au nom de la paix, pour aller défiler à côté de leur bourreau. Vous leur dites quoi pour qu'ils comprennent la démarche? Ils ne comprennent pas. Ils auront le temps de comprendre. Ils ne comprennent pas. Mais ce qui est bien, je vous ai dit tout à l'heure, qu'ils nous offrent des alternatives. Ils ne veulent pas aller aux élections. Qu'ils nous disent ce qu'ils vont faire. Ou alors, s'ils ne veulent pas nous dire ce qu'il faut faire, qu'ils fassent ce qu'il faut faire pour que ça change. Si c'est bien, nous allons tous en profiter. Si nous allons aux élections et que les choses changent, ils vont en profiter. Donc chacun n'a qu'à dérouler sa stratégie, parce qu'on ne peut plus les empêcher de penser comme ça, mais qui ne nous empêche pas, nous autres, de penser comme nous le faisons. Pour la présence, rapidement, oui. Pour la présence, est-ce une démarche délibérée du président ou c'est le président d'honneur qui a dû tirer le président du parti par la main? Comment pouvez-vous dire des choses comme ça? Nous sommes des gens libres. Le président d'honneur, il est président d'honneur du parti. Il était au défilé, non pas en tant que président d'honneur, mais en qualité d'ancien président de la République.
il pouvait être défilé sans que nous y soyons si les instances que nous avons réunies pour en débattre avaient décidé du contraire. Il ne nous oblige pas à faire ce que nous faisons. Alors ceux qui disent que vous êtes dans l'ombre de Boni-Yayi et ne décider que par lui et ne parler que par lui, se trompent? Bon, peut-être que c'est eux qui ont fonctionné comme ça dans leur vie. Mais nous ne fonctionnons pas comme ça. Nous sommes des gens complètement libres qui savons faire ce que nous faisons pour le bien de notre parti. Alors, je voudrais bien qu'on parle avec vous, le président du parti Les Démocrates, de Boni-Yayi, président d'honneur du parti Les Démocrates et non simplement ancien président. Le président Boni-Yayi, on le soupçonne aujourd'hui d'être trop proche de Patrice Talon, surtout au lendemain de la célébration de cette fête du 1er août. Il y a eu cette conférence de presse du ministre des Affaires étrangères qui a dévoilé que c'est le président Patrice Talon qui l'a proposé, par exemple, pour qu'il soit médiateur dans la crise à Conakry. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Est-ce que Boni-Yayi aujourd'hui est trop proche de Patrice Talon? On le soupçonne. Et si ceux qui disent cela ont raison, c'est-à-dire qu'on peut comparer aussi aujourd'hui la posture de Boni-Yayi à celle de Ronquet de FCBE. Non, vous allez trop vite en besoin. Moi, j'ai observé le président Goodluck du Nigeria et représenter le président Buhari dans plusieurs forats, représenter le Nigeria, être médiateur dans plusieurs crises. On ne me dira pas qu'ils sont du même parti. On ne me dira pas qu'ils s'embrassent sur la bouche. Et pourtant, la République commande parfois qu'il y ait un certain nombre d'actes qui soient posés. Moi, je ne suis pas dans l'économie des choses pour savoir est-ce que Patrice Talon a proposé Boni-Yayi. Son ministre des Affaires étrangères le dit, c'est tant mieux. Mais ce que nous disons ici, là, nous voulons que les Béninois se parlent entre eux. Si Patrice Talon parle avec Boni-Yayi, c'est une bonne chose. Nous lui demandons de parler avec la classe politique béninoise, toutes tendances confondues, pour corriger les tirs, pour créer les conditions pour que les choses se passent très bien dans le pays. Et c'est ce que je lui ai demandé au défilé. Nous avons besoin pas autre chose. de parler, nous avons besoin de dialoguer pour que le pays avance. C'est clair. Et dialoguer, parler de quoi maintenant? Mais de en quoi dehors parler de tout ce qu'on entend déjà. Il a pris 1,5 milliard de nos ressources pour donner à 3 partis qui sont les siens. Vous trouvez ça normal? Il faut continuer de dire qui sont les siens. Là, c'est un peu un lapsus. Bon, de 2 partis et demi, enfin, vous n'avez pas voulu ça, mais bon, c'est ça. Alors, si l'occasion vous était donnée de le rencontrer, qu'est-ce qui sera le fil gordien de cette rencontre? Et quel gain pour le peuple? Premièrement, il faut apaiser le pays. Il faut libérer les gens, il faut faciliter les gens qui sont dehors. Mais il faut revoir les règles, autant que faire se peut, les règles de participation aux élections pour faire en sorte que les élections soient effectivement festives. Que ce soit des occasions d'échange pour les Béninois où chacun, joyeusement, le dimanche, s'en va faire son vote et revient. Ça, nous allons discuter de ces choses-là avec lui. Mais plus encore, il a fait des orientations politiques, des choix politiques, des choix sociaux qui ne sont pas pertinents. Vous ne pouvez pas nous demander aux gens qui font leur petit commerce, alors que vous les avez chassés des abords de rue, qui rentrent dans leur maison, vous ne pouvez pas leur dire, vous n'allez pas vendre à la maison. C'est du non-sens. Sérieusement? Mais c'est du non-sens. Vous êtes bâtisseur et vous savez que c'est aussi la fuite des impôts. Ils sont là, dans leur maison, ils vendent, ils perçoivent de l'argent, mais ils ne restituent rien à l'État. Qu'est-ce que vous en savez? En tout cas, l'État était clair. Qu'est-ce que vous en savez? Il faut renflouer les caisses de l'Inspecteur des impôts l'État. peut rentrer dans la maison? Il peut rentrer dans les maisons? Il peut rentrer dans les maisons. Il y a tous les mécanismes possibles pour cerner les impôts. Mais vous ne pouvez pas dire à quelqu'un, vous ne pouvez pas... les gens vendent sur Internet, comment vous les appréhendez? À partir des sites étrangers, comment vous les appréhendez? Si vous avez le génie de les appréhender lorsqu'ils vendent sur Internet, vous avez davantage de génie, davantage de moyens de les appréhender lorsqu'ils vendent dans leur maison. Ce n'est pas des clients qui rentrent dans les maisons. Vous avez des restaurants fermés. Vous avez des restaurants qui sont comme à la maison. Qu'est-ce que vous allez faire? Je pense qu'il y a des mesures qu'il faut savoir prendre. Et toutes les mesures qui sont dans ces registres-là, si le président veut avoir la gentillesse de nous écouter, eh bien nous parlerons avec lui de ces questions-là. Notre rôle en tant que parti politique, c'est de travailler pour que
les Béninois vivent mieux. Et c'est ce Justement, est-ce que vous faire. pensez que cet entretien avec lui aura lieu quand vous avez discuté avec lui? C'est vrai que l'échange n'a pas duré longtemps. Comment l'avez-vous trouvé? Vous a-t-il fait une promesse? J'espère qu'il fera ce que nous lui avons demandé, pour le bien du pays. Parce que personne n'a intérêt à ce que les choses continuent de se passer comme elles se passent dans le pays. Le bien du pays et ce qui préoccupe aussi la Béninois aujourd'hui, c'est le quotidien. Vous avez sans doute de retour. Comment vous gérez ça au niveau du parti? Vous ne vous attendez pas à ce qu'on aille distribuer l'argent à chaque citoyen. La manière dont nous gérons, c'est les observations que nous faisons sur la gouvernance telle qu'elle est et sur les orientations que nous proposons alternatives. Il faut faire ça autrement que ce qui est en train de se faire. C'est le rôle du parti. Le parti ne peut pas faire plus que ça. Et d'ailleurs, nous avons besoin de ressources pour fonctionner. On prend les ressources, on donne à 2, 3 personnes. C'est pas bien. Et pour l'instant, vous qui avez besoin de ressources, vous fonctionnez comment? Faute de ressources? Bon, si vous donnez votre contribution en tant que sympathisant, je serais déjà très heureux de recevoir ça. Sinon, on compte sur les militants, on compte sur les sympathisants. Et ceux-là qui n'ont pas le gagne-pain, comme on dit, ils arrivent quand même à vous accompagner? Ils souffrent, ils creusent leurs poches. Et nous nous débrouillons avec ça. Alors, on ne vous demande pas ici, sur ce plateau, d'encenser Patrice Talon, mais quand on regarde aujourd'hui... Je ne le ferai jamais. Ce n'est pas mon rôle. Mais je vais quand même poser la question. Quand on regarde aujourd'hui l'environnement politique et qu'on regarde également, qu'on observe les autres partis politiques, il y a beaucoup de partis politiques aujourd'hui qui trouvent beaucoup de points positifs dans la gouvernance de Patrice Talon, alors que pour vous, pratiquement tout est noir. Est-ce que quand même il y a des points positifs que vous avez notés depuis 6 ans? J'aime pas ce genre de questions. Il y a des gens qui sont payés pour ça. Ils le font très bien. Mon rôle à moi, en tant que parti d'opposition, c'est de faire de la critique. Et la critique, c'est ça mon job. Là où c'est mauvais, je mets le doigt là-dessus. Si je ne parle pas de quelque chose, c'était parce que c'est peut-être bon. Donc vous vous contentez de ça. C'est bon? Très bien. Alors, Eric Ndete, beaucoup de regards sont tournés vers vous pour vraiment un lendemain meilleur. En dehors de ce que vous avez partagé avec nous aujourd'hui, sur quel chantier vous travaillez le plus pour la concrétisation du grand rêve? Je vous ai dit que... Le plus, le chantier sur lequel vous travaillez le plus. C'est le bulletin de vote qui est l'outil essentiel du citoyen. Si nous voulons que les grands changements s'opèrent à partir de janvier 2023, nous travaillons à ce que beaucoup de Béninois aillent chercher le bulletin adéquat et le déposent dans les urnes. C'est ça notre priorité aujourd'hui. Pendant ce temps, lorsqu'il y a des difficultés majeures pour les citoyens, nous formulons les critiques qu'il faut en espérant que le gouvernement entendra raison pour corriger ce qu'il faut corriger. Parlons de difficultés. Ah oui, je laisse Guy, parce que j'allais sur Jean-Eudes. Oui, un mytho peut en cacher un autre. Oui. Bon, mais je voudrais aller sur un autre terrain, puisqu'il parle de questions de sécurité. Si tu veux rester dans le même sillage d'événements électoraux, je te laisse poursuivre pour qu'on vienne aux questions sécuritaires, qui est une question quand même majeure. Je te laisse aller d'abord. Merci Joël. On va parler toujours des législatives, puisque vous êtes revenu tout à l'heure sur le sujet. Vous dites qu'il va falloir convaincre les électeurs pour qu'ils puissent aller voter pour le parti, justement faire leur choix, porter leur choix sur le parti, les démocrates. Mais est-ce que vous n'êtes pas un peu en retard, parce que la plupart des autres partis politiques sont pratiquement déjà sur le terrain et vont déjà à la rencontre des électeurs? Est-ce que vous n'êtes pas en retard? Quand il est haut, il pleure, on vit une béton. C'est une bonne chose qu'il s'agite. Vous savez, ils ont fait une tournée, le gouvernement a fait une tournée, et j'ai trouvé que c'était une très bonne chose. Parce qu'ils sont allés dire aux Béninois, nous voici, c'est un nouveau bourreau. C'est à cause de nous que vous souffrez. Ils sont allés dire ça aux Béninois. C'est une bonne chose. Donc, qu'ils continuent dans cette œuvre-là, et par la grâce de Dieu, les choses... Les populations n'ont pas forcément la même appréciation que vous. Vous n'êtes pas les populations. Vous n'êtes qu'un individu, et donc vous ne pouvez pas dire ça. Moi, mon rôle, c'est d'apprécier ce qui se dit dans l'opinion. Et c'est mon travail, et je le fais chaque jour, pour voir si le message que je délivre, si le message est entendu, si j'ai les bons retours. Je pense que nous n'écoutons pas les mêmes populations. Très bien. Celles que nous écoutons,
nous disent exactement ce que je viens de dire. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. On va parler des questions sécuritaires, Joël. Oui, Jean-Eudes, merci bien, mais comme on le dit parfois, l'appétit vient en mangeant. Il y a le président qui m'amène sur une petite piste politique. Il y a un autre jeune, Louis Paraît, aux dents très longues, désormais sur le terrain. Jeune loup. Il paraît, mais aux dents très longues. Je paraphrase un aîné, un analyste, un éditorialiste, mais je voudrais avoir votre avis par rapport à cette arrivée qui paraît va beaucoup bousculer les donnes. Avant d'en parler, je le nomme Joseph Tchobénou. D'abord, avant son atterrissage au niveau du parti UP, comment avez-vous apprécié son départ de la Cour constitutionnelle? Je pourrais, s'il n'était pas passé chef de parti, je pourrais parler plus largement. Parce que, bon, de quoi je me mêle? C'est la question à laquelle je devrais répondre. Mais il s'agit du pays, il s'agit de la République, il s'agit des lois de la République. Et je pense que cette démission et puis ce passage à la tête d'un des partis politiques, ça me dérange un peu. En quoi? Ça me dérange en ceci que c'est les justificatifs qu'il a donnés qui me posent problème. Il estime que sa mission à la tête de la Cour constitutionnelle est terminée. En quoi c'est dérangeant? C'est quoi la mission de la Cour constitutionnelle? Contrôler la constitutionnalité des lois, gérer les conflits entre institutions, proclamer les résultats des élections. Globalement, c'est ça, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a élection bientôt? Pour que la mission soit terminée, il y a élection. Donc sa mission ne peut pas être terminée. Deuxièmement, est-ce qu'il n'y a plus de lois qui soient votées dans le pays dont on doit contrôler la constitutionnalité? Il y a toujours des lois. Est-ce qu'il peut y avoir des conflits entre les institutions? Oui. La mission pour laquelle le pays l'a mis à cette place n'est pas terminée. On lui a donné un mandat. Il doit le respecter. C'est vrai que l'article 15, je pense que c'est l'article 15 de la loi organique de la Cour constitutionnelle, prévoit qu'on peut démissionner. Mais c'est une question morale, éthique. On ne peut pas démissionner lorsqu'il n'y a pas une force majeure, lorsqu'il n'y a pas une contrainte majeure. Parce que lui, on ne peut pas le démissionner. Mais là où la chose s'aggrave, c'est que quand il finit de démissionner, c'est, comme l'a dit quelqu'un, c'est de se comporter comme un arbitre qui, à la mi-temps, sort du terrain et rentre dans l'une des équipes. Ou peut-être même à un arrêt de jeu, il sort du terrain et rentre dans l'une des équipes. Ça se passe comme ça. À mon avis, c'est pas. C'est vilain. C'est une trahison de la République. Je ne vous apprends rien. S'il vous plaît, laissez-moi terminer. Allez-y. Vous avez posé la question. C'est une trahison de la République. Et je pense que on ne devrait pas faire ça. Vous laissez terminer. Mais où se trouve la trahison? Le mot est très fort. Je dis que c'est une trahison de la République. La République attend de lui qu'il assume son mandat pour lequel on l'a nommé. La Constitution a prévu que la Cour constitutionnelle est composée de 7 membres, pas 6. C'est vrai qu'ils ont 2 mois pour le remplacer. J'espère qu'il va être remplacé bientôt. Oui, c'est ça qu'on attend. Vous voyez, moi j'étais à l'Assemblée quand il a été désigné. Ils ont été désignés plusieurs mois avant le terme de la Cour qui était là. Donc, dans ce même esprit, on devrait s'empresser de le remplacer. Ça fait peut-être déjà 1 mois. On devrait s'empresser de le remplacer. Mais le fait qu'il saute dans un parti dont visiblement, manifestement, il ne peut pas être membre, qu'il en devienne le président, ça donne un coup de faiblesse aux réformes, à ce qu'on a appelé réforme du système partisan. Si le système partisan, c'est qu'un individu sorte de son domicile, il vient, il braque un parti et il s'assoit, il devient le chef du parti, j'utilise peut-être des gros mots. Pardonnez-moi si je dis des choses comme ça, mais c'est la bonne illustration qu'il faut pour ça. Et puis c'est pourquoi j'ai dit, mais de quoi je me mêle? Moi, je ne suis pas membre de leur parti. Sur cette question... Donc ce n'est pas à moi de me plaindre. Mais pour la République,
pour les réformes qui sont faites dans le pays, c'est une mauvaise chose. Mais à La l'aune de question quoi, est là, il n'a pas fini son mandat. à l'aune de quoi est-ce que vous appréciez les cas de force majeure pour dire qu'il ne peut pas démissionner? Je dis qu'il n'a pas fini son mandat. Il n'est pas malade. Il n'est pas grabataire. Et il n'a pas une situation... La loi prévoit qu'il démissionne. Oui, mais la loi a un esprit. Parce qu'on ne peut pas le démissionner, lui. Il ne peut pas, après avoir, disons, fait les lois qui régulent les élections, jumper et venir dire, bon, je suis joueur. C'est pas possible. Sur l'activisme des deux anciens présidents de la Cour que j'ai évoqué tantôt, quelle est votre réponse? Je pense que c'est des citoyens libres. Des gens qui ont observé un moment de réserve, de retenue, avant d'entrer dans l'appréciation de l'arrêt. Mais ils ne sont pas venus pour être des acteurs politiques majeurs. Ils sont des critiques, ils sont des observateurs. Je pense que c'est le rôle qu'ils sont en train de jouer. Ce n'est pas la même chose. On finit sur la question, mais dites, on le connaissait comme un militant actif d'Alternative citoyenne et on sait que les têtes pensantes se retrouvent au niveau de l'UP. Y a-t-il vraiment de reproches à lui faire lorsqu'on le connaît ce passé-là? Je ne sais pas si vous avez lu la loi sur l'achat des partis politiques. Bien les partis clairement. politiques sont composés d'individus, ils ne sont pas composés d'organisations. Aucune organisation n'est membre d'un parti politique. Chacun adhère individuellement. Les membres fondateurs, c'est des individus qui ont une tête, les mains, les pieds, etc. Ce n'est pas des organisations. Donc vous attendez à une déclaration de Et sa part. donc, lorsque, à l'issue de la loi, à l'aune de la loi qui a organisé le système partisan, ce qui a été reproché aux différents partis qui n'ont pas voulu se reconstituer, c'est le fait de n'avoir pas dissous leur parti pour refaire. Par conséquent, s'ils ont créé les partis politiques du chef de l'État, c'est supposé que tout ce à quoi ils appartenaient a été dissous. On ne peut pas me dire qu'on a pris un sac dans lequel se trouvent des militants d'une organisation ou d'un parti qu'on a déposé dans un autre parti. Ce n'est pas ça. L'adhésion à un parti politique est un acte volontaire et essentiellement individuel. Parlant de choses encore plus Et on ne peut pas importantes. justifier l'adhésion de celui dont on parle, Ok. On va évoluer. Enfin, puisqu'il était membre de la Cour constitutionnelle. Pour finir rapidement Oui. sur le sujet sur Joseph Djogbenou, est-ce qu'il Mais non, pourquoi voulez-vous faire de la fixation sur mon ami Djogbenou? ce n'est pas une fixation, mais est-ce qu'il fait peur aujourd'hui? Comment? L'air haut et des couleurs. Et on vit une béton. Comment voulez-vous que... vous êtes trop sûr de vous-même là. Non, vous êtes sérieux ou c'est juste Je pour suis amuser la galerie? je suis en phase avec la population. Je suis en phase avec les Béninois. Et si vous comprenez ça, vous comprenez ce que je dis. Alors, une question très importante, comme on le disait, pour changer de sujet, la question sécuritaire. Au-delà de ce qu'on vous a vu déjà faire à travers les communiqués, on peut bien se demander quel pourrait être l'apport majeur du Parti des démocrates pour qu'enfin on arrive tous ensemble à faire face au mal. D'abord, lorsqu'on a un danger comme ça, c'est un sursaut national, c'est un sursaut patriotique national. Et c'est le gage de cela que nous avons donné lorsque les attaques ont commencé pour faire notre petite contribution, notre modeste contribution. Nous avons demandé au gouvernement d'avoir à équiper comme il faut les forces de sécurité, d'avoir à faire de la collaboration et de la coopération militaire et sécuritaire avec les pays de la sous-région. Nous avons fait un ensemble de suggestions, de propositions. Et nous avons observé que, bon, certaines ont été prises en compte et puis on attend que ça avance. De toute façon, la question sécuritaire, personne n'est épargné. Il n'y a pas, lorsque le fusil du terroriste arrive, lorsque la bombe du terroriste arrive, elle ne distingue pas opposants, elle ne distingue pas mouvanciers, elle ne distingue pas sudistes, elle ne distingue pas nordistes, elle ne distingue pas hommes, elle ne distingue pas femmes, elle ne distingue pas enfants. Donc c'est une préoccupation, c'est un enjeu national pour nous tous que d'avoir à nous tenir par la main pour affronter ce défi, le défi sécuritaire. Il paraît que le premier outil pour espérer remporter cette bataille, c'est l'information, la communication avec les populations à la base. Et il dit que vous êtes en contact avec vos bases respectives. Comment ça se fait? D'abord, nous sommes immergés dans la population. Et donc, nous avons les retours sur les choses qui se passent.
Les conseils que nous pouvons donner, nous les donnons. Et nous avons particulièrement recommandé la collaboration entre les populations et les forces de sécurité qui sont chargées de nous protéger, de nous défendre. Donc si nous ne collaborons pas, si les populations ne collaborent pas, l'information ne peut pas avoir droit, à moins de mettre des drones partout pour identifier les problèmes. Mais si le gars est dans une case, vous ne pouvez pas le voir, dans la case. Il va falloir qu'il sorte pour que vous puissiez le voir. Fin juillet dernier, le Bénin a été obligé de faire appel à la France pour pouvoir l'aider à régler la question du terrorisme. Quelques semaines après ou quelques jours après, la Chine également s'est portée volontaire pour aider le Bénin. Est-ce qu'aujourd'hui, selon vous, le gouvernement est sur la bonne voie pour pouvoir régler cette question au regard de ces deux faits? Il faut avoir la coopération et la collaboration avec toutes les nations qui peuvent nous accompagner et sans perpétrer ou sans avoir des intentions de nous perturber politiquement. Mais il faut aller au-delà aussi en mettant l'accent sur la coopération régionale. C'est ce que nous avons recommandé. Nous avons des échanges avec le Burkina, le Mali, la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Niger, nos voisins que nous avons ici. Et une bonne intelligence avec eux va déjà permettre de lutter efficacement contre le terrorisme. Donc, entre autres mesures, si on devrait aller à l'implantation d'une base militaire au niveau du Bénin, quelle est votre pensée? Une base militaire de quoi? De la Chine, de la Russie, de la France? Ça s'impose. C'est-à-dire la distinction s'impose, que ce soit de la Chine, de la Russie. De l'OTAN? Oui. Ou de la CEDEAO ou des Nations Unies? Quelle est votre préférence? Je ne suis pas un stratège militaire. Je pense que les stratèges militaires apprécieront et nous diront ce qu'il faut faire. Mais l'idée elle-même, moi, j'ai parlé de mettre l'accent sur la coopération régionale. Si nous avons une force de la CEDEAO qui s'organise dans la sous-région pour contrer, je suis partant, je suis preneur. Donc, aucun problème à cet effet? Non, je ne pense pas. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, Éric Nkoundété. Quelle sera la prochaine action du Parti des démocrates? Conquérir le pouvoir au Parlement. Gagner les élections législatives. C'est la seule chose que nous faisons maintenant. Et nous veillons à ce que, justement, les Béninois ne continuent pas d'être maltraités, de souffrir. Si vous devez conclure cette émission, que diriez-vous? Je demanderai aux Béninois de cesser d'avoir peur. Je demanderai aux Béninois de prendre leur courage pour affronter les élections législatives qui arrivent, parce que c'est le moyen qu'ils ont de s'affranchir de la souffrance qu'on leur impose. C'est le moyen qu'ils ont de s'affranchir de la dictature qu'on leur impose. Il faut conquérir le Parlement. Il faut faire en sorte que notre Parlement continue d'être la honte de notre pays. Il faut réhabiliter notre système de démocratie dont nous sommes si fiers. Très bien. Chers téléspectateurs, chers internautes, nous sommes à la fin de cette émission. Nous étions avec le président Éric Nkoundété, président du Parti Les Démocrates. Avec lui, nous avons parlé de la vie du Parti Les Démocrates. Nous avons parlé également des élections législatives à venir. Ce sera en janvier 2023. Et puis, nous avons parlé de la posture de Boni Yayi, de la célébration du 1er août et bien d'autres sujets. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.